Depuis notre enfance, on nous a inculqué la même pensée, devenue le fondement de notre vision du monde. Le progrès technique est une ligne droite, tendant inlassablement vers le haut. On nous a convaincus que l'humanité a parcouru un long et ardu chemin depuis la charrette primitive, tirée par des chevaux, jusqu'aux voitures électriques modernes et aux fusées spatiales. Nous avons pris l'habitude de nous considérer comme le sommet de l'évolution, une civilisation ayant atteint le pic du développement technologique. Mais si cette image bien ordonnée du monde n'était qu'une gigantesque illusion? Et si je vous disais qu'il y a plus de 100 ans, au tournant des 19e et 20e siècles, nos ancêtres, ou ceux qui peuplaient ces villes avant nous, possédaient des technologies de mobilité urbaine qui semblent de la science-fiction inatteignable aux ingénieurs modernes. On admet généralement que les villes de cette époque sombraient dans la boue, le fumier et le chaos des transports, où les seuls moyens de déplacement étaient de lourdes voitures à cheval et des fiacres. Les historiens nous nourrissent de contes selon lesquels les gens se déplaçaient exclusivement à pied ou en calèche dans des ruelles étroites. Pourtant, la réalité qui transparaît à travers les données d'archives et les descriptions de témoins oculaires peint un tableau totalement différent. Nous voyons des avenues vides, incroyablement larges, une architecture majestueuse dont la création ne peut s'expliquer par l'usage du burin et du marteau, et une étrange absence de l'agitation qui nous est familière. Cela ne ressemble pas au début de l'ère industrielle, mais aux ruines d'une civilisation bien plus avancée, dont les réalisations ont été appropriées puis oubliées. Aujourd'hui, nous allons révéler l'un des faits les plus gênants pour la science officielle. Il s'agira d'une technologie qui fonctionnait parfaitement, transportait des millions de personnes et a ensuite été effacée de la surface de la Terre, comme si elle n'avait jamais existé. Ce n'est pas juste un mécanisme oublié, c'est une preuve d'un crime contre notre avenir. Nous parlons des célèbres trottoirs roulants de Paris de 1900, présentés à l'exposition universelle. Les rapports officiels parlent d'un spectacle de réussite, composé de pavillons temporaires en papier mâché et plâtre. Mais parmi ces décors soi-disant temporaires, existait un mécanisme dont l'échelle et la complexité nous obligent à réviser toutes nos connaissances sur les capacités de l'époque. C'était la rue de l'avenir. Imaginez une artère de transport géante, une voie circulaire longue de 3,5 km, qui transportait d'elle-même les visiteurs autour de l'exposition. Ce n'était pas un court escalier mécanique de centre commercial nécessitant des réparations constantes. C'était un système complet, continu, surélevé sur un viaduc à 7 mètres au-dessus du niveau du sol. Ce colosse était constitué de plusieurs bandes parallèles, se déplaçant à des vitesses différentes, permettant aux passagers de passer en douceur de l'une à l'autre. La bande la plus rapide filait à une vitesse permettant de couvrir des distances significatives en quelques minutes. Il n'y avait pas d'attente de train, pas d'horaire, pas de bousculade ni d'embouteillage. C'était le rêve d'un urbaniste, réalisé en métal et en bois, à une époque où, selon les manuels, l'apogée des rêves était la chaudière à vapeur. Mais le plus choquant ne réside même pas dans le simple fait de l'existence de ce système, mais dans la manière dont il a disparu, et pourquoi de telles technologies ne sont pas devenues la norme pour toutes les capitales mondiales. Si vous voulez connaître la vérité soigneusement effacée des livres d'histoire, et comprendre pourquoi nous sommes obligés aujourd'hui de rester dans les embouteillages et de payer le carburant, abonnez-vous absolument à notre chaîne et cliquez sur j'aime tout de suite. Les algorithmes n'aiment pas que de tels sujets refassent surface, et nous avons désespérément besoin de votre soutien pour que cette information soit vue par le plus grand nombre. On pourrait penser que si ce système était si parfait, nous devrions tout savoir sur lui. Plan, schéma, nom des créateurs. Pourtant, au lieu d'une documentation technique, on ne nous a laissé que des informations fragmentaires et de jolies images. Mais même ces miettes d'informations disponibles contiennent des chiffres capables de faire rougir n'importe quel concepteur moderne de système de transport. Nous nous considérons comme avancés, mais les caractéristiques techniques de ce monstre centenaire nous font douter de notre supériorité. Les chiffres que nous allons maintenant énoncer détruisent le mythe de la primitivité du passé et remettent en question toute la chronologie du progrès technique. Laissons de côté les émotions un instant et tournons-nous vers les faits froids et têtus, qui brisent l'image familière du monde plus efficacement qu'un quelconque traité philosophique. Ingénieurs et spécialistes techniques,
Préparez-vous, car nous allons maintenant analyser les caractéristiques tactico-techniques de cette soi-disant attraction, et ces données sonnent comme un verdict pour l'urbanisme moderne. Devant nous, il n'y a pas simplement une bande mobile, mais un complexe d'ingénierie des plus complexes. Une voie circulaire de 3,5 km de long, ce serpent géant en bois, composé de plateformes articulées, était élevé sur un viaduc de 7 mètres et ceinturait le quartier de l'Exposition parisienne. Selon les données officielles, cette machinerie était un système à vitesse variable. Le passager foulait d'abord une plateforme fixe, puis passait sur une bande se déplaçant à vitesse de piéton, environ 4 km/h, puis, s'étant habitué au mouvement, enjambait le niveau express, qui filait à près de 9 km/h. Réfléchissez à ces chiffres. 9 km/h pour un flux continu de personnes. C'est plus rapide que la vitesse moyenne d'une voiture dans le centre d'une métropole moderne aux heures de pointe. Mais le plus choquant ne réside même pas dans la vitesse, mais dans la capacité de cette artère. Les ingénieurs de cette époque, qui, si l'on en croit l'histoire officielle, venaient à peine de troquer leur torche de résine pour l'ampoule électrique et se souvenaient encore de l'odeur des écuries, annoncèrent une capacité de projet de 50 000 personnes par heure. 50 000. Pour comprendre l'ampleur de cette humiliation pour les technologies modernes, aujourd'hui, les lignes de tramway rapides ou de métro léger dans les capitales européennes développées sont considérées comme réussies et hautement efficaces si elles peuvent transporter 15-20 000 passagers maximum par heure en charge de pointe. Et là, en 1900, à l'époque soi-disant des chaudières à vapeur et des fers à repasser en fonte, fonctionnait un système surpassant les analogues modernes en efficacité de plus de 2 fois et demi. Comment est-ce possible ? D'où les gens vivant dans un monde où le cheval restait le principal moyen de transport ont-ils tiré les technologies pour créer un système de transport fonctionnant sans horaire, sans attente de train, sans bousculade à l'entrée et à la sortie ? Le passager moderne est habitué à attendre. Attendre le bus à l'arrêt, attendre le métro, rester dans les embouteillages. Le trottoir roulant parisien de 1900 anéantissait la notion même d'attente. C'était un flux continu, une rivière qui coulait constamment, embarquant et débarquant les passagers à tout moment. C'est un niveau de logistique auquel nous essayons seulement de nous approcher aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et les modèles informatiques les plus complexes. Et eux l'ont réalisé en métal et en bois. On nous dit que c'était un divertissement, une construction temporaire. Mais aucun économiste sain d'esprit n'appellerait un système d'une capacité de 50 000 personnes un jouet. C'était une artère de transport à part entière, génialement conçue, qui réglait une fois pour toutes le problème de la mobilité urbaine. Elle était écologique, absolument silencieuse et incroyablement fiable. Et là surgit le principal paradoxe. S'ils pouvaient construire de tels systèmes, pourquoi les avons-nous abandonnés ? Pourquoi avons-nous choisi la voie de la dégradation, en passant à des boîtes de conserve individuelles avec des moteurs à combustion interne qui polluent l'air et créent des congestions ? L'histoire officielle tente de nous convaincre que le niveau technologique du début du XXe siècle était primitif. Mais devant nous se trouve la preuve du contraire. Un système qui fonctionnait comme une horloge suisse où des milliers de roues et d'arbres devaient tourner en parfaite harmonie pour que la structure de plusieurs tonnes ne se déchire pas elle-même dans les virages et les différences de niveau. Et c'est ici que nous abordons la question la plus gênante, qui fait craquer la version officielle sous les coutures. La vitesse et le volume des transports ne sont que la pointe de l'iceberg. L'énigme principale que nous devons résoudre réside dans la manière exacte dont cette machinerie de plusieurs kilomètres était mise en mouvement. On nous gave de la version des 172 moteurs électriques, mais quiconque s'y connaît un tant soit peu en mécanique comprendra que cette théorie officielle s'effondre en poussière à la première analyse sérieuse. On nous dit que le trottoir roulant de Paris était actionné par un système de 172 moteurs électriques. Cela semble solide, n'est-ce pas ? Pour le profane, ce chiffre est un signe de puissance et de progrès. Mais quiconque a un jour été confronté à l'automatisation industrielle ou à la mécanique vous dira que synchroniser un tel nombre de moteurs en un réseau unique en 1900 est une tâche absolument impossible pour les technologies de l'époque, telles que les décrit l'histoire officielle. Analysons cette absurde technique.
Les ingénieurs du début du XXe siècle n'avaient pas d'ordinateur, pas de servomoteur, pas de variateur de fréquence et d'électronique de commande complexe capable d'égaliser le couple en temps réel. Et c'est pourtant d'une importance critique. Imaginez une bande longue de 3,5 km, chargée de milliers de personnes. La charge sur le tapis est répartie inégalement, une foule sur une section, du vide sur une autre. Cela signifie que les moteurs sur la section chargée subissent une résistance colossale, tandis que les moteurs sur la section vide tournent à vide. S'il s'agissait d'une simple chaîne de moteurs électriques indépendants, comme on essaie de nous en convaincre, le moindre changement de charge déclencherait une réaction en chaîne du chaos. Un moteur commence à tourner un peu plus lentement à cause du poids des passagers, le moteur voisin continue de tirer avec la même force. Le résultat, une tension instantanée du tapis jusqu'à des valeurs critiques. Les plateformes en bois se cabreraient, les attelages métalliques céderaient avec un bruit de coups de canon, et la bande se déchirerait ou déraillerait, transformant l'attraction en hachoir à viande. Ce sont les lois de la physique. On ne peut les tromper avec de belles gravures de journaux ou des rapports officiels triomphants. Pour qu'une telle machinerie fonctionne sans à-coups, sans secousse qui aurait renversé les dames en corset, il fallait une coordination parfaite, pour ne pas dire de joaillier, des 172 entraînements simultanément. On parle d'une réponse du système en millisecondes au changement de charge. D'où venait, en 1900, la technologie d'une synchronisation aussi précise. Seules 2 conclusions s'imposent ici, et toutes deux sont gênantes pour les historiens. Soit se cachait sous terre une transmission mécanique des plus complexes, s'étendant sur des kilomètres, un arbre unique ou un système d'engrenage transmettant la rotation d'une source d'énergie géante unique, ce dont les rapports ne soufflent mot, soit ces 172 moteurs étaient contrôlés par quelque chose que nous appellerions aujourd'hui un système de contrôle sans fil avec rétroaction. Mais permettez, officiellement cette année-là, Guglielmo Marconi ne faisait qu'expérimenter la transmission du signal radio le plus simple à travers la Manche. De quelle automatisation industrielle d'un tel niveau peut-il être question ? On a l'impression qu'on nous décrit la technologie des dieux avec le langage d'un culte du cargo. Comme si ceux qui exploitaient ce système ne comprenaient pas eux-mêmes pleinement son principe de fonctionnement, appelant de complexes résonateurs éthérés ou les moteurs synchrones de Tesla simplement des moteurs électriques. La réponse s'impose d'elle-même. Ces mécanismes n'ont pas été inventés à la fin du XIXe siècle. Ils ont très probablement été excavés et restaurés, en tentant de les adapter à des besoins primitifs. Mais si le système de contrôle est couvert du voile du secret, peut-être trouverons-nous des réponses dans la partie matérielle. Car créer une telle structure nécessitait des montagnes de métal. Et c'est ici que nous tomberons sur un gouffre logique encore plus profond, lié non pas à l'électricité, mais à la métallurgie. D'où venaient des ressources d'une telle qualité et en telle quantité, si les usines de l'époque peinaient à fondre des poêles en fonte? Si l'histoire officielle tente encore tant bien que mal de se dépatouiller sur les questions de contrôle et de synchronisation, en inventant des systèmes inexistants, la science des matériaux nous dresse un mur impossible à contourner. Regardons la réalité physique de cet objet. La longueur du parcours, 3360 mètres. Ce n'est pas qu'une piste, c'est une structure d'ingénierie des plus complexes, incluant des rails, des milliers de bogies, des fermes porteuses de viaducs et des mètres infinis d'attelages métalliques. Selon les estimations les plus modestes, on parle de milliers de tonnes de métal. Et ce n'est pas de la fonte, avec laquelle on coulait des canons et des grilles, mais de l'acier hautement allié, capable de supporter des charges dynamiques colossales. La qualité de ce métal devait être impeccable. Toute micro-fissure, tout défaut de coulée ou de forgeage aux vitesses et charges déclarées de dizaines de milliers de personnes aurait conduit à une catastrophe dès le premier jour d'exploitation. La fatigue des métaux n'est pas une théorie, c'est une pratique sévère qui détruit ponts et bâtiments. Mais le trottoir roulant parisien fonctionnait comme un organisme unique et monolithique. Où à Paris ou dans ses environs se trouvaient les usines métallurgiques capables de produire un tel volume d'acier d'une qualité si élevée en si peu de temps. Les données officielles sur la productivité de la métallurgie française à la fin du XIXe siècle semblent risibles comparées au volume de fer dépensé pour la seule exposition universelle.
Car outre le trottoir lui-même, on construisit des palais géants à charpente métallique, comme le Grand Palais. Si l'on additionne tout le métal de l'exposition, on obtient des chiffres dépassant l'extraction annuelle de tout le pays. D'où venait ce métal? A-t-il été téléporté? Ou peut-être ces structures se dressaient-elles là depuis des siècles, et on les a simplement nettoyées de la rouille et repeintes pour l'ouverture? Allons plus loin, vers une question qui fait taire tous les sceptiques. L'énergie. Déplacer une telle masse nécessite une puissance colossale. Officiellement, le cœur de l'exposition était le Palais de l'électricité, un bâtiment d'une beauté incroyable qui ressemblait lui-même à un temple d'une nouvelle religion, et non à une centrale électrique utilitaire. On nous parle de tuyaux d'où sortait soi-disant la fumée des chaudières à vapeur. Mais utilisons la logique. La façade d'un blanc immaculé du palais, situé en plein centre-ville, brillait de propreté. Si on y avait vraiment brûlé des milliers de tonnes de charbon pour produire les mégawatts nécessaires à l'alimentation de centaines de moteurs et de millions d'ampoules, tout alentour aurait été recouvert d'une couche de suie grasse et noire en une semaine. La génération au charbon de l'époque, c'est la saleté, la suie et le smog que nous voyons sur les photos de Londres ou des régions industrielles d'Allemagne. Mais Paris sur les films d'actualité est propre. Les façades brillent, les stucs sont d'un blanc immaculé, aucune trace de suie sur les robes légères des dames. D'où venait cette énergie propre? Peut-être les cheminées qu'on nous montre sur les gravures n'étaient-elles qu'un décor, un camouflage pour un principe de production d'énergie totalement différent, ne nécessitant pas la combustion de combustibles fossiles et ne laissant pas d'empreinte carbone. À l'intérieur du palais de l'électricité se trouvaient des générateurs géants, ressemblant plus à des turbines de centrales hydroélectriques modernes ou, plus intéressant encore, à des installations de réception d'électricité atmosphérique. Ces mêmes technologies de l'éther dont parlera plus tard Nikola Tesla, et qui furent si vite oubliées et classifiées. Nous voyons probablement ici l'utilisation d'énergie libre, collectée directement dans l'air à l'aide de dômes et de flèches, et les machines à vapeur furent ajoutées après coup pour cacher la vérité. Mais le plus étrange dans cette histoire ne sont même pas les machines, le métal ou l'électricité mystérieuse. Le plus étrange, ce sont les gens. Regardez les visages de ceux qui remplissent ces plateformes. Ils semblent désorientés, comme s'ils avaient atterri dans un autre monde. Ils ne ressemblent pas aux fiers créateurs de cette grande technologie, en contrôlant avec assurance leur création. Ils ressemblent davantage à des passants accidentels, des intrus qui se sont égarés dans une maison étrangère, abandonnée par ses propriétaires, et qui font maintenant des tours sur des jouets trouvés avec un étonnement enfantin, sans en comprendre le véritable but. En observant le comportement des gens sur les images d'archives, on ne peut se débarrasser d'une étrange et tenace sensation d'inadéquation. On nous montre le triomphe de la raison humaine, l'apogée de la puissance industrielle, mais la foule qui remplit ces plateformes mobiles paraît totalement étrangère. Ce sont des bourgeois vêtus de costumes 3 pièces lourds et inconfortables et de robes longues, totalement inadaptées à la chaleur ou à un déplacement actif. Ils ne se comportent pas comme des maîtres fiers ayant conquis les lois de la physique, mais comme des touristes désemparés tombés dans un musée d'une civilisation inconnue. Avec une curiosité enfantine et une certaine appréhension, ils tapotent les mécanismes avec leurs cannes, dont ils ne comprennent clairement pas le principe de fonctionnement. Leur regard n'a pas l'étincelle des créateurs, pas cette compréhension pragmatique propre aux ingénieurs ou aux ouvriers. Ils ne sont que des utilisateurs, des passagers, à qui on a permis de faire un tour sur une attraction étonnante, laissée par quelqu'un d'autre. L'impression tenace se forme que la population européenne de la fin du XIXe siècle est une sorte de coucou, ayant occupé un nid étranger bien plus parfait. Cette analogie devient terrifiante de réalisme si nous essayons de trouver des traces de ceux qui ont tout construit. Pour ériger un objet à l'échelle de l'exposition universelle à partir de zéro en 2 ou 3 ans annoncés, il aurait dû y avoir à Paris une véritable armée d'ouvriers qualifiés. On ne parle pas de quelques centaines de maçons, mais d'un groupement d'au moins 100 000 personnes. Ingénieurs, monteurs, rifters, spécialistes en hydraulique et électricité. Où étaient-ils tous? La logistique d'une telle construction est le cauchemar de tout chef de chantier. Où étaient leurs baraquements, leurs cantines, leurs hôpitaux? Où les décharges géantes de gravats et de déchets
qui surgissent inévitablement avec un tel rassemblement de personnes. Les archives historiques gardent un silence de mort. Nous ne trouvons pas de photos de villes de tentes, nous ne voyons pas de registre d'approvisionnement en nourriture pour une telle horde. De plus, il n'y a ni mémoire ni journaux intimes. Personne n'a laissé de souvenir dans l'esprit de « comment j'ai construit la rue de l'avenir », comme si ce travail titanesque avait été accompli par des fantômes, disparaissant dans la brume dès la remise de l'ouvrage. La seule explication raisonnable à ce phénomène est qu'il n'y a tout simplement pas eu de construction à grande échelle au sens où nous l'entendons. Ce qu'on nous présente comme l'érection de nouvelles structures était en réalité une opération archéologique et de restauration de grande ampleur. La ville était déjà là. Les infrastructures, y compris les tunnels, les palais majestueux et les viaducs pour trottoirs roulants, existaient déjà, cachés sous des couches de terre et d'oubli. Les nouveaux maîtres de la vie n'avaient qu'à déterrer cet héritage, le nettoyer des sédiments, effectuer des réparations cosmétiques et démarrer le système. C'est probablement pourquoi on voit tant d'échafaudages, mais si peu de processus de montage des structures porteuses. Les ouvriers ne construisaient pas l'ossature, ils la libéraient et la peignaient. Cela explique parfaitement à la fois la rapidité d'apparition de l'exposition, la qualité d'exécution incroyable, inaccessible aux technologies de l'époque, et l'absence de plans en libre accès. Ils ont simplement adapté ce qu'ils ont trouvé, vissant leurs entraînements à vapeur et électriques primitifs, qu'ils maîtrisaient, aux mécanismes anciens et parfaits. Nous avons affaire à une appropriation globale, une tentative de s'approprier les réalisations d'une époque terminée par une catastrophe. Et c'est ici que nous arrivons à une preuve qu'on ne peut cacher derrière de belles façades ou mettre sur le compte d'une mode architecturale. Ce détail saute littéralement aux yeux si l'on sait où regarder, et il change complètement notre idée de pourquoi cette attraction avait cet aspect précis. Pourquoi le trottoir roulant était-il élevé à 7 mètres du sol? Et pourquoi les rez-de-chaussée des immeubles parisiens devant lesquels il glissait sont-ils à moitié enfouis, leurs fenêtres regardant droit dans la boue? Regardez attentivement l'architecture de Paris devant laquelle glissait cette majestueuse rue de l'avenir. Si vous baissez les yeux, là où s'arrêtent les façades pompeuses ornées de stuc et où commence le trottoir urbain ordinaire, s'ouvre une image qu'on ne peut plus déregarder. Nous voyons des fenêtres à moitié, voire aux 2/3, enfouies dans le sol. Des ouvertures de fenêtres à part entière, souvent avec des grilles et même des vitres, qui regardent droit dans la boue, dans les semelles des passants, dans l'asphalte. Les historiens et guides touristiques nous rassurent avec le terme de couche archéologique, affirmant qu'avec les siècles, le niveau du sol s'est élevé de lui-même à cause de la poussière et des déchets. Mais tout constructeur ou architecte professionnel vous dira qu'une couche archéologique ne monte pas d'1,5 étage en 100 ans, à moins de vivre sur une décharge urbaine active. Pour que le niveau du sol s'élève de plusieurs mètres, il a dû se produire quelque chose d'extraordinaire. Ce sont les témoins silencieux de cette même catastrophe dont nous avons parlé plus tôt. Un cataclysme global, un certain flot d'argile et de terre, a recouvert les villes, ensevelissant les rez-de-chaussée des bâtiments et modifiant le paysage au point de le rendre méconnaissable. Et c'est dans ce contexte que l'énigme de la construction du trottoir roulant parisien se révèle avec une évidence terrifiante. Posez-vous la question, pourquoi cette bande de transport était-elle élevée sur un viaduc de 7 mètres de haut? La version officielle dit que c'était fait pour ne pas gêner la circulation. Mais quelle circulation? En 1900, il n'y avait dans les rues que de rares chariots hippomobiles et des automobiles isolées, maladroites, se déplaçant à la vitesse d'une tortue. Elles n'avaient pas besoin de carrefours complexes. La véritable raison de la surélévation de la piste au-dessus du sol réside dans le fait que la surface du sol elle-même, au moment de la création de ce système, était probablement impropre à un déplacement normal. Nous voyons devant nous une artère de transport de second niveau, miraculeusement préservée de cette ancienne civilisation plus raisonnable, qui construisait ses villes en volume et non en surface. Imaginez une métropole conçue par des génies, où piétons et transports légers se déplacent sur un système de viaducs, de galeries et de ponts, respirant un air pur et profitant de la vue. Tandis qu'en bas, au niveau technique, aujourd'hui enseveli, ont lieu les transports de marchandises lourdes,
fonctionnent les réseaux et les systèmes de support de vie. Les gens de 1900, nos arrière-grands-parents, n'ont pas construit ce système à partir de zéro. Ils ont simplement dégagé le niveau supérieur. Ils ont trouvé des segments intacts de viaducs, ont restauré le platelage, ont fourni l'énergie aux entraînements préservés et ont appelé cela une attraction. Ils marchaient sur les ruines des titans, sans même réaliser que sous leurs pieds, il n'y avait pas juste des planches et de l'acier, mais le système circulatoire d'un organisme géant et mort. Cela explique aussi la forme circulaire étrange du trajet. Probablement que les autres branches, partant vers d'autres quartiers de la ville, ou même au-delà, ont été détruites par la catastrophe à un point tel qu'il était impossible de les restaurer. Les ingénieurs ont dû simplement couper les extrémités, boucler en rond la section intacte de 3,5 km et masquer les impasses et les points de rupture avec des pavillons de plâtre et de bois construits à la hâte. Nous ne voyons qu'un fragment, un petit morceau d'un réseau autrefois mondial. Et voilà, ils ont trouvé cette merveille, l'ont lavé de la crasse séculaire, l'ont mise en marche, ont donné aux gens la possibilité de toucher aux technologies de l'âge d'or, pendant 6 mois seulement. Puis, ils ont commis un crime qui ne connaît pas de prescription, une destruction barbare et totale. Pourquoi détruire ce qui fonctionne parfaitement ? Pourquoi détruire un transport qui aurait pu faire de Paris la ville la plus avancée de la planète, la libérant des problèmes de transport pour un siècle à venir ? La réponse à cette question ne se trouve pas dans le domaine technique, mais dans celui de la lutte pour le pouvoir et les ressources. La technologie a été détruite non parce qu'elle était obsolète, mais parce qu'elle était trop parfaite pour ce nouvel ordre mondial que nous préparaient les maîtres de l'argent. Ressentez-vous ce froid de la réalisation qui vous transperce jusqu'aux os lorsque le puzzle s'assemble enfin ? La destruction du trottoir roulant parisien n'est pas juste le démontage d'un prototype d'exposition, ni la mise à la ferraille banale pour refonte. C'était l'élimination rituelle d'une technologie, accomplie avec un calcul froid. Réfléchissez, à qui profitait d'effacer de la surface de la Terre un système capable de déplacer la population d'une immense métropole rapidement, silencieusement et surtout pratiquement gratuitement ? La réponse est évidente et son cynisme est effrayant. C'était une commande directe de la mafia pétrolière et énergétique alors en formation. Au début du XXe siècle, le monde était à la croisée des chemins. D'un côté, l'héritage d'une haute civilisation avec ses technologies de l'éther et ses transports publics fonctionnant sur des principes proches du mouvement perpétuel. De l'autre, les empires naissants des Rockefeller et des Ford bâtis sur l'or noir, le charbon et les moteurs à combustion interne. Les élites qui s'étaient emparées du pouvoir lors du remodelage du monde après la catastrophe n'avaient pas besoin d'hommes libres, capables de se déplacer dans l'espace à la vitesse du vent sans payer un centime. Ils avaient besoin de consommateurs dépendants. Ils avaient besoin du chaos sur les routes, des accidents nécessitant des assurances, des automobiles nécessitant des réparations constantes, des pièces détachées et bien sûr des litres infinis d'essence. Un mécanisme parfait est l'ennemi juré du modèle capitaliste, construit sur l'intérêt et la consommation constante. Un système qui fonctionne parfaitement pendant des années et ne tombe pas en panne ne génère pas de super profit. Il est construit une fois et sert pendant des siècles. Mais une automobile primitive pétaradante qui cale, rouille et a besoin de graissage, c'est une mine d'or. La destruction de la rue de l'avenir était un impératif économique pour ceux qui voulaient mettre l'humanité sous la dépendance du pétrole. Imaginez l'horreur saisissant les architectes du nouvel ordre mondial lorsqu'ils voyaient avec quel enthousiasme les simples Parisiens faisaient des tours sur les machines des dieux. Cela créait un précédent dangereux. Les gens pouvaient s'habituer à quelque chose de bien. Les gens pouvaient commencer à exiger de telles technologies partout, à Londres, Berlin, New York. Et alors, l'ère pétrolière se serait terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Mais il y avait une peur encore plus profonde, poussant les nouveaux maîtres de la vie à agir avec une hâte barbare. C'est la peur de l'exposition. Tant que le trottoir roulant fonctionnait, il existait un risque qu'un esprit curieux, un ingénieur autodidacte talentueux, n'appartenant pas à la caste des initiés, atteigne les entrailles du système. Et s'il ouvrait le carter de l'entraînement et découvrait là non pas un enroulement de cuivre primitif, mais des convertisseurs cristallins,
des redresseurs au mercure ou des dispositifs dont le principe d'action contredit les lois de la physique écrites pour la foule. Et si quelqu'un comprenait que l'électricité pour ce colosse ne venait pas du charbon, mais directement de l'espace, de l'éther, comme le faisaient les bâtisseurs des cathédrales gothiques. Le risque de fuite d'informations sur les capacités réelles des technologies passées était trop grand. On ne pouvait permettre aux esclaves de comprendre qu'ils pouvaient être libérés des factures d'électricité. C'est pourquoi, immédiatement après la fermeture pompeuse de l'exposition, on s'est rué sur la rue de l'avenir comme une nuée de vautours. On a cassé, coupé au chalumeau, fracassé à coups de masse. Les journaux de l'époque écrivaient hypocritement que la ville revenait à la vie normale. À quelle normalité ? À la puanteur du crottin de cheval, au fracas des roues en fer sur les pavés et à la fumée noire des cheminées ? On nous a convaincus que la dégradation était la norme, et les technologies des dieux un divertissement temporaire, un tour, indigne d'une application sérieuse dans le monde réel. Cela suscite non seulement de la tristesse, mais une rage d'impuissance. Nous aurions pu vivre dans des cités-jardins, où le transport est invisible, silencieux et écologique, où les distances n'ont pas d'importance et où l'air est limpide et frais. Mais on a décidé pour nous. Quelqu'un a appuyé sur la touche « Supprimer » et a effacé toute une branche de l'évolution technique, nous rejetant dans un âge de pierre déguisé en industrialisation. L'opération de destruction de l'exposition parisienne était bien plus qu'une simple démolition de bâtiments. C'était une opération chirurgicale sur la conscience collective, une lobotomie globale de la mémoire, destinée à nous faire oublier qui nous sommes et ce dont nous sommes réellement capables. Nous sommes arrivés à la fin de notre enquête, et se pose maintenant la question la plus importante, la plus terrible, dont la réponse change tout. Pourquoi cette gigantesque falsification était-elle nécessaire ? Pourquoi détruire des technologies capables de transformer la vie sur Terre en un véritable paradis ? La réponse est simple à la banalité et terrible dans son cynisme. L'exposition universelle de 1900 à Paris n'était pas une démonstration des réalisations d'une nouvelle civilisation naissante. C'était la parade d'adieu, la liquidation finale et l'inventaire du grand héritage du monde antique détruit peu de temps auparavant. C'était le dernier souffle d'une époque où la technologie servait l'homme et ne l'asservissait pas. Ceux qui s'emparèrent du pouvoir réel après la catastrophe, appelons-les marionnettistes, prédicteurs ou simplement l'élite, se trouvèrent devant un choix décisif. Ils détenaient entre leurs mains les clés de toute la connaissance. L'énergie éthérique gratuite, l'antigravité, la médecine basée sur les fréquences et les systèmes de transport géniaux comme les trottoirs roulants parisiens. Ils auraient pu donner cette connaissance aux survivants, ces orphelins égarés du 19e siècle. Mais alors, ces gens seraient devenus libres. Et un homme libre, qui a tout le nécessaire pour vivre, est impossible à contrôler. On ne peut lui vendre d'essence, lui imposer un crédit usuraire, le forcer à travailler 12 heures par jour à l'usine pour un bol de soupe. C'est pourquoi une décision froide et calculée de redémarrage global fut prise. La grande réinitialisation des paramètres, dont les politiciens parlent aujourd'hui si souvent et si sinistrement, ne s'est pas produite dans un futur lointain. Elle a déjà eu lieu alors, au milieu du 19e siècle. L'histoire fut réécrite, la chronologie artificiellement allongée de milliers d'années, en y insérant des âges sombres, inventés pour cacher le fait de l'existence d'une civilisation hautement développée tout récemment. On nous a inculqué que nous étions le sommet de l'évolution, que nous étions péniblement sortis des grottes et que nous étions devenus humains seulement grâce à la chaudière à vapeur. Mais les trottoirs roulants de Paris, par leur destruction silencieuse, crient le contraire. Nous ne sommes pas le sommet, nous sommes les descendants dégénérés des titans, vivant sur des cendres. Nous vivons dans un Moyen-Âge artificiellement créé, entouré de gadgets qui ne sont en essence que des babioles numériques nous détournant du fait que dans les choses fondamentales, l'énergie, la construction, le transport, nous avons régressé par rapport au passé. Nous ne pouvons reproduire leur maçonnerie, nous ne pouvons reproduire leur fonderie, nous ne pouvons même pas reproduire leurs attractions. Nous sommes une civilisation de culte du cargo. Nous construisons des imitations, vénérons des schémas que nous ne comprenons pas et appelons progrès ce qui n'est qu'une pitoyable tentative de copier ce qui a été perdu. Le trottoir roulant de 1900 est une pièce à conviction. C'est la preuve que l'histoire a été réécrite et la chronologie décalée.
Ce sentiment de perte que vous ressentez peut-être maintenant en regardant les vieilles images, ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est une mémoire génétique. Quelque part au fond de nous, chacun sait que le monde devrait être différent, plus juste, plus technologique, plus magique dans le sens véritable, ingéniérique du terme. Nous sentons qu'on nous a volé, qu'on nous a pris notre avenir, un avenir qui était déjà advenu il y a 100 ans. L'histoire officielle est un écran derrière lequel se cachent les vrais maîtres de ce monde, ceux-là même qui se sont appropriés l'héritage de l'époque précédente et nous le redistribuent à la petite cuillère en appelant cela des innovations. Mais la vérité suinte comme l'eau à travers un barrage fissuré. Nous commençons à mettre les faits en relation, nous commençons à voir les incohérences. Le trottoir roulant parisien n'est qu'un fil dans un écheveau géant de mensonges. Tirez dessus et toute la construction commencera à se désintégrer. Nous n'avons fait qu'entrouvrir le voile de ce secret, mais derrière lui se cachent des faits encore plus choquants sur l'électricité sans fil, les technologies sonores et la véritable structure de notre monde. Si vous voulez que nous continuions à démonter d'autres artefacts impossibles du passé et à reconquérir notre véritable mémoire, écrivez le mot « vérité » dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « j'aime » et partagez absolument ce contenu avec vos amis. L'éveil commence par des questions et nous n'avons fait que commencer à les poser.